Salut tout le monde, alors nouvelle vidéo pour Culture Dorée. Aujourd'hui on va parler du port d'embarquement de Loango. Quand on vous parle de l'esclavage, généralement on a tendance à penser tout de suite à l'île de Gorée, à Ouida, au Ghana, mais on pense très rarement au port d'embarquement de Loango. Il faut savoir une chose qui est très importante, c'est que, je vais vous donner des chiffres, retenez bien, 45% des 12 millions de Noirs en fait qui ont été déportés et emmenés en captivité vers les Amériques étaient issus des peuples Congo qui sont d'Afrique centrale. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, avec un chiffre aussi gros, on parle que très peu du parcours de l'esclave, enfin du futur esclave en Afrique centrale? Alors, comme vous pourrez constater justement avec les chiffres que je vous mets là, pour le Bénin, ça représente quoi? 15%. Ça ne veut pas dire que c'est minime, ça reste quand même des vies, ça reste des personnes. Et on constate bien que les esclaves qui ont été déportés du Bénin, ça représentait 15%. Alors que les esclaves de la zone Congo, avec un K, donc ça comprend le Gabon, ça comprend le Tchad, puisqu'on allait les chercher dans les terres, le Centrafrique, la République démocratique du Congo et l'Angola, principalement. Après, voilà, c'était pas dessiné avec une grosse carte et compagnie, mais voilà, principalement c'était de ces régions-là. Ce qui était intéressant, c'est la position stratégique du Congo, puisque au Congo, avec un K, on a le fleuve Congo, qui permettait aux explorateurs de pénétrer directement dans les terres par les voies navigables et d'aller chercher directement les esclaves. Pourquoi est-ce qu'on parle plus de Gorée ou de Ouida ou du Ghana voilà, tout simplement parce que voilà, il les construisait avec des matériaux solides qui ont permis de génération en génération de pouvoir garder, en fait, conserver les comptoirs de manière pas forcément intacte, mais au mieux. Tandis qu'au bord de Loango, c'était vraiment avec des matières plutôt naturelles qui se sont effritées avec le temps. Pierre Savorgnan de Brazza, à la fin des années 1890, a voulu mettre en place, a créé tout simplement une sorte de grande stèle qui n'a pas tenu. Pour pouvoir montrer la domination française au Congo, mais aussi pour pouvoir garder une image en fait une traçabilité, on va dire, de la route des esclaves qui s'est faite sur Loango. Donc voilà. Donc comme je vous expliquais, donc 45% des esclaves venaient des peuples Congo, c'est-à-dire des peuples qui parlaient les langues bantoues. Donc 45%, c'est à peu près, et là je grossis un peu, mais selon d'autres chiffres, on dit qu'on a à peu près 6 millions d'esclaves sur les 12 millions 5 qui étaient issus des peuples Congo. Ça s'est réparti de la sorte. 60% d'entre eux ont été déportés vers les Amériques, donc l'Amérique du Sud, voilà. On a 30% vers la Caraïbe, donc 60% vers les Amériques, ça représente à peu près 3,8 millions, donc ça reste énormissime, ça reste même supérieur aux autres ports d'embarquement d'esclaves. 30% vers la Caraïbe, tout à l'heure je vous donnerai un peu plus de détails sur les destinations des ports de débarquement, et 6% vers les États-Unis. Ce qu'il faut savoir, c'est que cherchait, donc vous connaissez un peu le commerce triangulaire, où l'Europe en fait envoyait des babioles, des armes et compagnie en Afrique, du rhum aussi, et en contrepartie, l'Afrique envoyait des esclaves, c'est pas l'Afrique, mais bon, voilà, on prenait des esclaves et ensuite de l'Amérique, on envoyait du sucre, du café, etc. vers l'Europe. Et en fait, ça faisait un commerce triangulaire. Ce commerce triangulaire a créé, si vous voulez, aujourd'hui a encore des conséquences, puisque à l'époque, du coup, les rois du Congo préféraient consommer tout ce qui venait de l'Europe plutôt que de consommer ce qui était local, puisqu'on leur donnait l'impression que ce qui venait de l'extérieur était beaucoup mieux, c'est-à-dire de meilleure qualité que la production locale. C'est ce qui s'est passé avec le rhum Negrita, par exemple, qui est Negrita ou Négritin, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais qui était préféré par les Congos plutôt que le rhum Simbe, je ne veux pas dire de bêtises, mais plutôt que le rhum qui était local. Et donc en fait, ça c'est resté dans les mentalités, et c'est quelque chose à briser, mais c'est resté dans les mentalités. Ce qui fait que l'autre donnera toujours mieux que ce que moi j'ai sur place. Et tout ça, c'était toute une construction mentale pour faire croire que l'Occident avait des choses de meilleure qualité, et c'est ce désir de toujours vouloir ressembler à l'Occident. Donc
Suite à cela, je vous explique donc les esclaves du port de Luango, donc on avait la côte de Luango et on avait la côte de l'Angola. Et en fait, si vous voulez, donc je crois que c'est deux ports. Oui, c'est deux ports. Moi, je vais plus me focaliser sur le port de Luango puisque c'est un port dont on ne parle pas. Pourquoi? Puisque le site, en fait, aujourd'hui, il est quasiment à l'abandon. Les Congolais ne s'y intéressent pas et l'international n'est même pas averti en fait de ce site qui existe. Aujourd'hui, si vous y allez, c'est limite un champ en fait. Ils ont créé une nouvelle stèle pour pouvoir dire que voilà, ici, il y a à peu près tant de millions d'esclaves qui ont été déportés. On voit clairement le parcours des esclaves, donc vous avez plusieurs entrées. Donc on peut voir les esclaves qui venaient du Gabon, les esclaves qui venaient de Brazzaville, puisqu'ils venaient soit en caravane, soit à pied de Brazzaville jusqu'à Luango. Ce qu'il faut savoir, c'est que Luango, c'est un peu plus loin. Je crois que c'est à 20 km de Pointe-Noire. C'est très long. Il y avait aussi les esclaves qui venaient du Congo portugais, donc qui représentent le Cabinda aujourd'hui. Et en fait, ils se retrouvaient tous à un seul et même endroit. Et c'est là qu'on commençait à faire le tri. Pour pouvoir être, entre guillemets, sélectionné pour partir vers les Amériques, il y avait plusieurs critères qui étaient pris en compte. C'est-à-dire que l'esclave, déjà, devait avoir entre 18 et 30 ans en moyenne, avoir une bonne force physique, donc une bonne musculature s'il s'agissait d'un homme, et il devait faire au moins 1m63. Ça, c'était une des exigences. Maintenant, il y a des peuples qui étaient refusés. C'est-à-dire que si on voyait un homme ou une femme balafré avec des traces sur le visage, automatiquement, cette personne n'était pas embarquée. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était un signe identitaire qui faisait que si on l'emmenait là-bas, ils allaient pouvoir se reconnaître entre eux et ça pourrait créer une rébellion parmi les esclaves. Et ça, c'est clairement ce qu'on ne voulait pas. L'objectif, c'était vraiment de les mélanger au maximum, qu'ils ne puissent pas se retrouver divisés pour mieux régner. Clairement, c'était ça. Donc, suite à cela, donc les esclaves se retrouvaient à ce carrefour-là. Une fois que ce carrefour, voilà, ils avaient sélectionné, les femmes devaient faire à peu près, je crois, 6 tours autour d'elles, autour de l'arbre invisible, je sais plus comment ils s'appellent ça, si je retrouve le nom, je vous le mettrai. Et les hommes devaient faire 9 tours autour d'eux. Une fois que ces tours sont faits, ils étaient embarqués. Donc il y avait un seul chemin, c'était la route de non-retour qui les emmenait directement vers les négriers. Si jamais l'un d'entre eux décidait de s'enfuir, il n'y avait qu'une seule issue possible, c'était juste au-dessus d'une falaise et en fait en dessous il n'y avait que des reptiles. Donc c'était soit ils partaient, soit ils se faisaient manger par les reptiles qui étaient là. Donc il n'y avait vraiment clairement aucune issue. Donc voilà, c'est vraiment un port d'embarquement comme les autres, mais il y a le sang de millions d'esclaves en fait qui sont passés par là. Lors de la traversée, à peu près 10%, 20% des esclaves mouraient en route, ça représentait encore des millions. S'agissant des ports de débarquement, c'est-à-dire ceux dans lesquels les esclaves arrivaient. Alors, depuis le port de Luango, on avait principalement l'Argentine. Je ne vais pas vous citer tous les ports, mais je vais en donner quelques-uns. On a le Brésil avec les villes de Salvador de Bahia, Rio de Janeiro, Recife, Belém. Et le port vers Belém, en fait, redirigeait aussi les esclaves vers la Guyane française. On a aussi la Guyane, le Suriname. On a la Colombie avec Carthagène des Indes et bien d'autres. On a le Venezuela, le Panama. Mais on a aussi la Martinique, la Guadeloupe, la Jamaïque, Haïti, Cuba. Ça, c'est vraiment les ports principaux qu'on a retrouvés. Après, vous en avez d'autres. Et puis, vous savez, les esclaves, ils étaient vendus de là. Donc, ça peut aller très vite. Mais retenez vraiment bien ce chiffre que 45% des esclaves provenaient des peuples Congo avec un K. Et ça, j'aimerais vraiment que les gens comprennent, parce que ça commence à me fatiguer. Vous savez ce que recherchaient les maîtres esclaves quand ils arrivaient en Afrique? Ils recherchaient des peuples de chasseurs. C'est pas une critique ce que je vais dire, c'est juste un constat. Parce que les Congos, c'est vraiment des peuples oubliés et je trouve ça vraiment triste parce que c'est du sang en fait qui a été versé, c'est des vies qui ont été brisées, c'est des familles qui ont été détruites. Quand ils allaient en Afrique, ils cherchaient des personnes qui avaient des physiques de chasseurs. Les peuples sénégalais, d'Afrique de l'Ouest en tout cas à l'époque, étaient plus des pêcheurs. D'ailleurs, aujourd'hui, ils sont plus connus pour être des pêcheurs. Ça veut dire que physionomiquement parlant, ils n'avaient pas non plus la musculature du Camerounais ou du Congolais, ou voilà. Et donc, c'est pour ça qu'ils préféraient aller chercher dans les terres. Maintenant, il ne faut pas penser que parce que tel esclave a été pris de tel port, par exemple de Gorée ou de Ouida ou au Ghana comment ça s'appelle, de Cape Coast,
que ça veut dire que l'esclave était forcément originaire du Ghana. Il faut savoir que les colons allaient dans les terres et ramenaient vers les ports, en fait. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez trouver même, souvent on dit, hein, vous trouvez un Ivoirien, un Béninois, avec des traits, vous vous dites, mais t'es pas d'Afrique centrale, toi? Et la personne va vous dire, bah non, je suis... Oui, parce qu'en fait, les esclaves étaient déportés. Sans oublier qu'à la même époque, vous aviez aussi, et ça avait commencé bien avant, la traite négrière... comment on appelle ça, du Nord en fait, la traite arabe. Et ça touche vraiment aussi toutes ces autres zones. Et le peuple Congo a été clairement affecté par ces deux types de traite. Et je parle aussi du Soudan, qui depuis 2011 est devenu Soudan du Nord, Soudan du Sud, mais avant ça, il n'y avait pas ça en fait. Et donc, voilà. Quand je parlais de l'Afrique centrale, là, je vous ai plus parlé du Gabon, du Centrafrique, du Congo, de l'Angola. Il faut savoir que c'était pas délimité à l'époque. Hein. La délimitation des pays africains a été faite en 1884-1885 lors de la conférence de Berlin. D'accord? Donc avant ça, c'était voilà des comptoirs, des zones, des régions, des empires. Mais il n'y avait pas de distinction. Donc quand je vous parle de ces pays-là, je peux aussi inclure le Cameroun, puisque le Cameroun est juste à côté. Je peux aussi inclure le Nigeria, je peux aussi inclure... Je sais pas, vous voyez, il ne faut pas se limiter à ces espaces, parce que c'est ce qui fait le principe de diviser pour mieux régner. Je vous invite, si vous avez la possibilité d'y aller. Bien sûr, ce sera pas aussi beau que Gorée, mais bon, c'est relatif de dire ça. Mais je pense que c'est symbolique en fait de pouvoir aller là-bas et de voir en fait, juste voir, c'est des choses qui se ressentent, c'est des choses qui, waouh, moi quand je suis partie en Guadeloupe, je suis sortie de l'avion, tout de suite j'ai ressenti que c'était une terre qui avait beaucoup souffert. Et donc voilà pour le port de Luango, je voulais absolument faire cette vidéo et la partager avec vous. Il y a tellement d'autres choses très intéressantes dont je n'ai pas forcément parlé, mais aujourd'hui c'est vraiment un site qui concrètement ne ressemble pas à grand chose. Ils n'ont pas forcément l'intention vraiment de le développer, c'est en discussion pour que ça fasse partie du patrimoine mondial en fait et que ce soit reconnu comme étant l'un des trésors de l'humanité. Moi, j'aspire à ce que ce soit conservé, ça fait quand même partie de notre histoire et je le répète, 45% des esclaves déportés étaient issus des peuples Congo, plus précisément d'Afrique centrale. Et on n'entend pas forcément parler des ports d'Afrique centrale, que ce soit de la côte de Luango ou de la côte de l'Angola. Et c'est bien dommage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo